Dans le monde du repos, un dragon salue le général Croc et Croc répond « Bonjour ». Enfin, c'est ce qu'il aimerait dire, mais dans le monde des ombres, il n'y a pas de distinction entre le jour et la nuit. Bérou s'approche de Croc en ricanant et Croc devine que c'est terminé. En lui tendant un hoodie, il le demande comment il le trouve. Croc répond avec excitation qu'il ressemble exactement à la veste à capuche que portait leur souverain la dernière fois. Il demande comment il devrait remercier le commandant Beru, mais la fourmi lui répond en questionnant comment il pourrait ignorer le désir du cœur de Croc de ressembler à leur souverain. Voir qu'il l'aime le suffit amplement. Croc dit qu'il l'aime tellement qu'il veut rendre cette veste obligatoire pour tous les soldats mages. Beru rit, mais lui fait remarquer qu'il vaudrait mieux transformer l'orbe en bâton plutôt que de le tenir simplement à la main. Croc confirme que c'est une excellente idée, et puisqu'il sait que les nains barbus sont les meilleurs artisans, il leur confiera la fabrication du bâton. Le nain dit qu'il peut compter sur eux. Ils seront plus que ravis de pouvoir forger quelque chose à l'aide d'un matériau sacré offert par leur seigneur. Ce monde est tellement vaste qu'il est impossible d'en trouver le bout. Il est peuplé de plus de 10 millions de soldats qui s'entraident dans les tâches du quotidien. Les soldats sont fortement connectés à l'esprit du monarque, et plus la puissance de ce dernier grandit, plus ils pensent comme lui. Ce qui signifie que les soldats, autrefois uniquement avides de destruction, apprennent peu à peu à devenir humains, à ressentir les différentes émotions des humains. C'est une expérience vraiment nouvelle et rafraîchissante pour eux. Leurs cœurs vides commencent à se remplir de quelque chose de nouveau. Des soldats dorment, d'autres s'entraînent, d'autres encore discutent gaiement, et même certains se prennent par le cou en criant. Tous acquièrent leur propre personnalité et vivent dans ce monde. Croc remercie leur seigneur de l'avoir invité dans un nouveau monde qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, ajoutant « J'aime notre seigneur ». Il remarque que le bâton est enfin terminé et le trouve super cool, pendant que d'autres orques applaudissent et qu'un nain dit que selon lui, le mot « cool » convient mieux à la veste que Croc porte qu'au bâton. Il dit qu'il a l'air d'avoir de bon goût pour la mode. Croc demande aux titans ce qu'ils font là, et on lui répond que Bélion les a demandé de venir. Croc remarque qu'il y a des soldats mages parmi les nouveaux soldats et pense qu'ils utilisent la magie malgré leurs énormes corps. Quel gâchis d'utiliser la magie avec un si grand corps. Il pense qu'il est un peu mal placé pour dire ça. Il annonce alors qu'il va raconter à tout le monde ce qu'il a fait pendant le premier combat entre leur grand souverain et l'empereur dragon, ainsi que ce qu'il a fait dans la faille dimensionnelle. Ygritte dit qu'on dirait qu'il s'amuse bien, mais Croc rétorque. Comment ose-t-il dire qu'il s'amuse alors qu'il porte la même veste que leur souverain? Il redemande « Qui ose dire ça ?» Avant de dire à Ygritte qu'il l'aime, Ygritte lui répond qu'il est touché par ses paroles sincères, mais Croc lui demande pourquoi il est venu le chercher. Ygritte lui dit que ça va bientôt commencer, et qu'il pense que tous les soldats de rang général servant leur souverain à ses côtés devraient l'encourager. Regardant par la fenêtre, Croc crie en se demandant si c'est enfin le moment où leur souverain va rencontrer mademoiselle Shah-Ain. Croc pleure pendant que les autres ombres acclament, tandis qu'Ygritte observe pensivement. Et le premier endroit où il put le rencontrer était dans une étrange dimension créée à l'aide du pouvoir du monarque. Sa mission était de le tester. Son seigneur voulait savoir si cet humain était digne de devenir son réceptacle. Ygritte savait que c'était le dernier ordre que son seigneur lui avait donné. À l'époque, il avait deviné que ce serait son adieu avec lui, et son seigneur, qui avait perdu l'envie de combattre après avoir pardonné aux dirigeants, avait sûrement de bonnes raisons pour montrer de l'intérêt envers un simple humain. Les ordres de son seigneur sont absolus, il ne remettait pas en question ses objectifs. Son seul devoir était de suivre ses ordres. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Après que ses pouvoirs d'origine aient été scellés, il a attendu seul dans cette dimension pour tester sa valeur. Ygritte croit que les gens de ce monde appellent ce genre d'endroit donjon. Son apparence, c'est ce à quoi il ressemblait avant de rencontrer Ashborn lorsqu'il était encore en vie. Il sait que le monde du repos possède un pouvoir presque infini, mais il ne pensait pas qu'il serait capable de recréer ses sensations d'antan. L'architecte a conçu un endroit aussi magnifique en utilisant le pouvoir de son seigneur. Un tel niveau de détail est probablement destiné à former lentement un corps physique capable de recevoir le pouvoir de son seigneur. Ygritte se demande s'il est déjà ici, car il peut sentir sa présence derrière la porte. « Viens, je t'attends », déclare-t-il. Soudain, il se ressaisit. « N'ai-je pas l'air un peu trop arrogant? C'est un peu irrespectueux. » Ygritte pense que cet humain qu'il s'apprête à tester possède la conscience de son seigneur. Alors, être assis sur le trône face à son seigneur est peut-être un peu exagéré. Se demandant où il devrait se tenir alors que la salle du trône s'illumine et que Jin entre, Ygritte se cache derrière un pilier, curieux de savoir si c'est bien l'homme choisi par son seigneur. Que ce soit sa dernière mission ou pas, il donnera tout dans ce combat.
S'il pense qu'il n'est pas digne, il mourra de ses mains. Il va le tester, il va voir s'il est digne de ce trône. Et c'est donc comme ça qu'il a commencé à le combattre, mais le résultat était décevant. Il ne possédait ni le talent, ni les compétences pour le surpasser de son vivant. Il ne faisait que d'esquiver son épée. Il compte le battre à main nue, il est courageux pour un simple humain. Il aime ses yeux remplis de rage de vaincre, mais possède-t-il la puissance nécessaire? Même si son physique n'est pas suffisant pour son seigneur, il possède un réel esprit combatif. Décevant, si décevant. Comment un être si faible peut-il être digne de devenir le réceptacle de son seigneur? Abandonne, tu es impuissant. Tu ne mérites pas de t'asseoir sur ce trône. Je vais à présent te décapiter pour t'offrir une mort honorable. C'était le premier et dernier échec de son seigneur, mais il en était soulagé. Car s'il n'était pas digne d'hériter de ses pouvoirs, son seigneur pouvait rester lui-même pendant un peu plus longtemps. Il va lui couper la tête en un instant, il mourra sans douleur. Il n'a pas pu s'empêcher d'être surpris, non seulement par le fait qu'il ait stoppé son épée, mais surtout car il n'avait toujours pas abandonné. C'est donc comme ça qu'il va perdre, de la main d'un humain plus faible que lui? Je vois, c'est léger. Mais ses yeux, je crois qu'ils ressemblent aux yeux de mon seigneur. La différence de puissance entre Jin et lui, comme c'était un test pour confirmer sa valeur, ses statistiques devaient être bien plus élevées que les siennes, mais il a quand même perdu. Est-ce qu'il a baissé sa garde, ou alors c'est un miracle engendré par sa ténacité et son refus d'abandonner? Il ne savait pas s'il devait être heureux que son seigneur ait fait le bon choix. C'est donc comme ça qu'il a perdu contre Jin, il l'a ensuite chéri. Il est heureux de recevoir tant de gentillesse de sa part. Pour lui, il est un maître, un ami et un compagnon. Il a pu combattre nombre de fois à ses côtés. Au fur et à mesure que sa loyauté pour lui augmentait, cette nostalgie qu'il éprouvait pour son ancien maître commençait à s'effacer et il a doucement commencé à accepter son nouveau seigneur. Ensuite, son armée est devenue bien plus puissante avec l'arrivée de l'ancienne armée des ombres qui l'attendait dans la faille dimensionnelle. Il a enfin pu retrouver Bélion, son camarade de longue date. Cependant, la joie des retrouvailles n'a pas duré longtemps. Bien que Bélion était fidèle, il a commencé à se faire corrompre par ses odieux colocataires. Bélion demande à Ygris s'il ne pense pas que leur seigneur serait heureux s'il plante ce drapeau au sommet du château. Ygris répond « Tu es sérieux ?» Il était content quand Bélion avait vaincu Beru. Enfin, la réaction de son nouveau maître était, remettant en question cette décision, Bélion alla jusqu'à se fracasser la tête contre le sol. Leur détermination a ensuite été testée lors du combat contre les monarques. Leur maître a commencé à s'adapter à la guerre petit à petit, leur rendant également plus forts. La guerre a continué même après l'utilisation de la coupe de réincarnation afin de remonter le temps. Dans la faille dimensionnelle, Jin déclare « Levez-vous, 30 ans ont passé, tous leurs ennemis ont été détruits, ne laissant que l'armée de la destruction derrière. » Un dragon crie « Ygris, toi qui étais un haut gradé de l'armée de l'ombre, comment peux-tu obéir aux ordres d'un simple humain? N'as-tu pas honte? C'est vrai. » Il avait oublié. Le temps passé avec son nouveau maître était si honorable qu'il en a oublié son ancien seigneur. Quand est-ce que ça a commencé? Quand a-t-il commencé à oublier son ancien seigneur? Il se remémore quand Jin a rencontré Jinchul et de ce que Jin avait dit, l'oubli est une bénédiction donnée aux humains par les dieux, même si cela vient d'un homme utilisant un outil divin. La bénédiction de l'oubli, c'est vrai, inutile de réfléchir de manière si complexe. Il n'a pas pu complètement oublier son ancien seigneur. Contrairement à Cupide et Acier, qui ont tout oublié et vivent à présent une vie ordinaire car leurs âmes se superposaient avec le temps ici, il est encore aux côtés de son seigneur. Ses sentiments, pour lui, sont liés à son ancien seigneur. Il est un chevalier, mais surtout l'épée de son seigneur, l'un des commandants qui dirige l'armée des ombres. Il dit à Jin que la bonne réponse de la question 14 est le numéro 2, pas le 1. Qui d'autre que lui pourrait assister son seigneur? Le commandant en chef, Bélion, qui est aussi grand qu'une montagne? Ou bien le commandant Beru, qui est intelligent, certes, mais reste un insecte, comme il le pensait, lui qui a reçu son diplôme de l'Académie des Chevaliers avec d'excellents résultats est le seul à pouvoir assister son seigneur. Jin réplique, mais la réponse à la question 14, c'est noté que c'est la numéro 1 pourtant. Peux-tu jurer sur ta vie que c'est la numéro 2? Ygris, nerveux, ne sait pas quoi dire et commence à chercher dans le livre. Il dit qu'il manque encore d'entraînement. Il ferait en sorte de s'améliorer encore plus pour lui, son seigneur. Il est le chevalier de son seigneur. Son épée. Ses combats seront les siens. Étant donné qu'il s'attaque à un nouveau combat, il semblerait qu'il va encore pouvoir vivre des jours honorables avec lui. Un portail. Une grande faille invoquant des monstres. Après avoir tué le boss, il faut sortir de la porte dans l'heure qui suit sa défaite. Mais Sung Il-hwan n'a pas réussi à le faire
et n'a eu d'autre choix que d'être impuissamment piégé dans la faille dimensionnelle. Les dirigeants sont ensuite entrés en contact avec lui pour lui offrir leur pouvoir afin d'arrêter les monarques. Et enfin, le plus brillant des fragments de lumière lui a donné un nouvel ordre: protège le monarque des ombres. Il l'a donc aidé. Il ne voulait pas se montrer sous cet aspect, mais il est désolé. Lorsque Jin lui dit qu'il lui a manqué, cela le touche profondément. Les larmes montent alors qu'il dit à Jin qu'il lui a toujours manqué. Il a grandi pour devenir un homme admirable. Il aurait aimé parler avec lui davantage. Il aurait voulu rester un peu plus longtemps. Il-Hwan s'excuse de ne pas avoir été un meilleur père. De retour dans la nouvelle timeline, à l'appartement, Kyung-hee accueille Jin, qui remarque immédiatement la présence de son père. Il-Hwan s'interroge sur l'usage du mot « père », alors que Jin-woo fond en larmes, disant qu'il a fait un cauchemar. Il-Hwan esquisse un sourire avant d'abaisser la tête, se mordant la lèvre et enfouissant son visage dans les journaux, se demandant quel genre de décision son fils a dû affronter. L'émissaire des dirigeants lui dit que le monarque des ombres a décidé de rester dans ce monde, car chaque minute passée ici est précieuse pour lui. Il demande à Il-Hwan s'il compte garder cela secret, mais ce dernier explique que c'est parce que Jin souhaite que personne ne se souvienne du passé. L'émissaire sourit, comprenant qu'Il-Hwan joue le rôle du père que Jin souhaite pour son bien. Il ajoute que lorsqu'il sera parti, il n'y aura plus aucune intervention de la part des dirigeants. Ce sera donc bien la fin pour lui dans ce monde. C'était amusant. C'était plutôt passionnant de voir le dénouement de l'histoire du monarque des ombres. Les dirigeants sont reconnaissants envers le monarque des ombres. Et vous, monsieur Sung Il-Hwan, on lui demande s'il souhaite qu'on l'aide en quoi que ce soit, et il répond qu'il aimerait qu'on efface ses souvenirs de la ligne temporelle précédente. On lui dit que c'est possible, mais qu'il faut lui demander pourquoi il le souhaite. Il-Hwan explique qu'il lui est difficile de faire semblant de ne pas se souvenir, surtout que Jin est très vif d'esprit. Il veut être un père normal, inquiet pour son fils, car pour lui, Jin-woo n'est pas le monarque des ombres, mais son fils adoré. Compréhensif, l'envoyé des dirigeants lui dit qu'après avoir quitté ce café, les souvenirs du temps perdu seront complètement effacés de sa mémoire. Il ne se souviendra probablement pas de cela, mais l'envoyé espère qu'il mènera une vie paisible désormais. Cette histoire parallèle continue